milliards de dollars d'investissement en Afrique d'ici 2020. C'est la promesse faite par la Chine au continent à l'occasion du forum de coopération sino-africaine ouvert en Afrique du Sud. Un sommet de 2 jours auquel prend part le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Engagement européen renforcé aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. C'est à l'occasion du programme dénommé Centre Terrorisme Sahel au Mali, un programme financé par l'Union européenne. Merci de nous choisir. Bonsoir et bienvenue au journal sur le RTM. La Chine entend investir 40 milliards de francs CFA en Afrique d'ici 2020. Un investissement qui concernera 10 programmes touchant notamment le développement et la promotion de la paix. L'annonce a été faite ce matin à l'ouverture du forum de coopération sino-africaine à Johannesburg en Afrique du Sud. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Adama Kamara. Ce deuxième sommet du Forum de coopération Chine-Afrique mobilise autour du président chinois une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce grand rendez-vous ouvre une nouvelle page dans les relations économiques sino-africaines. Dès l'ouverture du Forum économique qui célèbre ses 15 ans, le président chinois annonce 10 programmes de coopération avec l'Afrique pour les 3 ans à venir. Ce partenariat touche tous les domaines liés au développement et à la paix. La Chine partagera avec l'Afrique les expériences de développement agricole, lui transférera des technologies agricoles adaptées et encouragera les entreprises chinoises à coopérer avec l'Afrique dans les domaines de la culture massive, de l'élevage, du stockage et de la transformation des produits agricoles, afin d'y accroître l'emploi et le revenu des agriculteurs. La Chine renforcera la coopération mutuellement bénéfique avec l'Afrique en ce qui concerne la planification, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien des infrastructures et accompagnera les pays africains dans la construction de 5 universités spécialisées en transport. La Chine élargira les opérations de règlement en RMB et de swap avec les pays africains et encouragera les institutions financières chinoises à établir plus de succursales en Afrique et à étendre par divers moyens la coopération en matière d'investissement et de financement avec l'Afrique, de manière à apporter des soutiens et des services financiers pour l'industrialisation et la modernisation de l'Afrique. La Chine construira pour l'Afrique 5 centres culturels et mettra en œuvre des projets d'accès à la télévision par satellite dans 10 000 villages africains. Elle accueillera 2000 Africains pour la formation diplômante et elle accordera 30 000 bourses gouvernementales à l'Afrique. Organisera chaque année des visites en Chine pour 200 chercheurs africains et des séminaires pour 500 jeunes Africains et formera chaque année 1000 Africains travaillant dans les médias. Elle soutiendra l'ouverture de plus de vols directs entre la Chine et l'Afrique en vue de promouvoir la coopération touristique. La Chine donnera à l'Union africaine une aide sans contrepartie de 60 millions de dollars US pour appuyer la construction et les opérations de la force permanente africaine et de la capacité africaine de réaction rapide aux crises. Que d'engagement et de promesses de la partie chinoise et le président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, de monter au créneau pour magnifier ce partenariat Chine-Afrique, mais avec encore une fois un discours très engagé. Nous avons aujourd'hui parmi nous un leader éminent qui représente un grand pays qui a souffert de la pauvreté dans le passé et aujourd'hui, jamais ce pays n'a colonisé notre continent africain. Et le président de ce pays se trouve aujourd'hui au milieu du plateau. Et alors que dans le passé, nous avons été victimes du colonialisme. Et aujourd'hui, c'est le président Xi Jinping qui nous a apporté de l'espoir. Et si c'est possible, il faut inviter les colonisateurs à notre sommet pour écouter cette intervention. De son côté, la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, demande à la Chine de soutenir l'Afrique à retrouver toute sa place dans l'ordre mondial.
Et cela montre notre capacité de travailler ensemble pour surmonter les défis du monde, tels que la pauvreté et le sous-développement, et de réaliser la justice, l'équité dans notre monde, et de travailler ensemble au sein des Nations Unies et dans d'autres enceintes internationales pour promouvoir la réforme de l'ordre international et notamment au sein du Conseil de sécurité. L'Afrique n'a toujours pas de représentants. Ce sommet se tient autour du thème « La Chine et l'Afrique progressent ensemble » avec une coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. Le but est d'explorer davantage les potentiels de coopération, élargir les champs de partenariat et établir des relations plus étroites. Ce thème montre à nouveau notre détermination commune de construire un partenariat stratégique. Nous travaillons la main dans la main pour obtenir l'émancipation nationale, pour combattre le colonialisme, et il est tout naturel que la Chine et l'Afrique construisent aujourd'hui un partenariat gagnant-gagnant et tourné vers le progrès et la paix. D'ici à l'horizon 2020, la Chine souhaite investir 40 milliards de dollars sur le continent africain. Et le Mali entend bien profiter de ce soutien, notamment dans la modernisation de l'agriculture, la construction des infrastructures et l'industrialisation. Sur place, le président Ibrahim Boubacar Keïta a salué cet engagement de la Chine sur le continent. À la suite de ses pairs, le chef de l'État qualifie également la coopération sino-africaine de sincère, concrète et gagnant-gagnant. Il est au micro de nos envoyés spéciaux. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses. Vous savez, le président Xi Jinping a été très clair. Et je pense que ce partenariat stratégique renforcé qu'il souhaite avec l'Afrique est une très bonne chose. Et qui a commencé d'ailleurs déjà. Et on vit également que dans tous les domaines qui nous préoccupent, qui préoccupent nos populations, qui sont dans l'ordre de leurs aspirations, tout cela est pris vigoureusement en charge par la Chine. La volonté politique de faire en sorte que nous soyons ensemble, coude à coude, et que l'Afrique trouve également au sein des organisations internationales, singulièrement les Nations Unies, sa place, toute sa place. Dans le Conseil des Nations, d'abord au Conseil de sécurité, de développement de l'Afrique, en termes d'infrastructure, en termes d'égalité des chances, d'industrialisation, et ce qui m'a surtout beaucoup plu, l'agriculture, sur lequel il a mis un accent particulier avec un financement très fort. Et tous ces jeunes qui vont être formés également aussi. Près de 30 000 étudiants qui vont aller en Chine, à part les techniques modernes de transport et également dans le domaine agricole, et la création également d'un centre de contrôle médical, un peu à l'instar de ce qui se fait ailleurs. Donc tout cela est un centre de recherche agronomique, conjoint également, où nos talents vont s'exercer, se former, s'améliorer, et je pense que tout cela va dans la ligne de ce que nous souhaitons. Et le président Mugabe et le président Zuma ont très bien répondu. Le premier en qualité de président de l'Union africaine, le second en tant que président du pays hôte du sommet. Tous ont dit avec force que le président Xi Jinping a su aller droit dans nos cœurs, en disant haut et fort ce que l'Afrique entend de la Chine aujourd'hui, entend dans un partenariat qui se veut respectueux de nos valeurs, de nos États, de nos peuples également aussi. Et ce souci également de gagnant-gagnant, win-win, dans une coopération mutuellement avantageuse. Et il a dit aussi que c'est vrai, la Chine veut se développer aussi, et la Chine veut se développer pour aider davantage encore l'Afrique, c'est évident. On ne peut aider que quand on a quelque chose soi-même. Donc je suis satisfait de cette première journée du sommet Chine-Afrique. À Johannesburg, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré hier jeudi son homologue chinois. Occasion pour les deux chefs d'État de discuter des relations de coopération. Le président chinois s'est engagé à financer certains projets comme la réalisation de la centrale solaire de Kati qui coûtera 82 milliards de francs CFA. Les domaines de la santé, du développement social, des infrastructures ont également été abordés au cours de cette réunion. Ibrahim Boubacar Keïta a aussi saisi cette occasion pour présenter ses condoléances au président chinois suite à l'attentat terroriste
du Radisson qui a coûté la vie à 3 ressortissants chinois. Envoyés spéciaux, Karija Tukone et Dembawan. Dès son arrivée à Johannesburg, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu une séance de travail avec son homologue chinois. Le chef de l'État souhaite que les deux pays renforcent davantage leurs relations de coopération. La Chine et le Mali, deux pays amis de longue date. Ces relations s'adaptent de mieux en mieux car le président chinois s'est engagé à financer les travaux d'achèvement de l'université de Kabbalah et le projet Mali numérique 2020. Autre promesse de financement par la Chine, la centrale solaire de Kati qui coûtera 82 milliards de francs CFA. Le président chinois a annoncé aussi un don de 5 milliards de francs CFA sans condition dans le domaine de l'énergie solaire. Xi Jinping, lors de cette rencontre, a félicité le Mali de son engagement sans faille pour le respect de l'accord de paix et de réconciliation. Il a également promis de soutenir notre pays dans la lutte contre le terrorisme. Nous entendons travailler ensemble pour renforcer la coopération avec le Mali et la communauté internationale pour lutter ensemble contre les attaques terroristes et de préserver la paix dans le monde. Notre pays a besoin aujourd'hui de développer son secteur manufacturier, d'accroître ses opportunités d'emploi, renforcer sa situation sécuritaire, entre autres. Et la Chine a toujours été aux côtés du Mali pour atteindre ses objectifs. Le président Xi Jinping de Chine a également rappelé les priorités de la Chine dans cette coopération en disant que ça va porter de plus en plus sur des secteurs comme l'agriculture, les infrastructures, le développement humain, donc la formation, la santé, mais aussi la paix et la sécurité. Lors de cette réunion, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu une fois de plus hommage aux 3 victimes chinoises de l'attentat de l'hôtel Radisson. Les amis d'Afrique, du Mali, étaient venus pour finaliser un accord sur une ligne de chemin de fer qui relie le Sénégal au Mali, qui est vital pour l'économie malienne et le développement de notre pays et pour l'intégration sous-régionale. Ils sont venus en amis, ils ont été lâchement, traîtreusement, sauvagement assassinés. J'en ai éprouvé beaucoup de douleur personnelle. Et pourquoi je me suis fait un devoir de participer personnellement aux cérémonies d'hommage à leur mémoire. Le peuple malien l'a ressenti douloureusement, parce que la Chine a toujours été une amie fidèle du Mali. Le président chinois s'est félicité de cette rencontre avec son homologue malien et il entend consolider ses liens avec le Mali. Autre actualité, autre lieu, l'autorité du bassin du Niger a présenté mercredi en France son plan d'investissement climat aux partenaires. C'était au pavillon Afrique de la COP 21. Il devra coûter 3,110 milliards de dollars et concerne 246 actions prioritaires sur 10 ans. L'ambassadrice du Sahel pour la COP 21, notre compatriote Sissé Mariam Kaïdama Sidibé, a pris part au plaidoyer pour le financement de ce projet. Nos envoyés spéciaux à Paris, Souri Ibrahim Keïta et Aliou Touré, ont tendu leur micro à certains acteurs maliens qui y ont pris part. Moi, je suis intéressé par la COP à 2 titres. Le premier titre, c'est que c'est des ressources qui sont dégradées sur la base des changements climatiques, qui ont leur effet sur l'ensemble des ressources forestières et fauniques. Le deuxième centre d'intérêt, c'est que en matière d'atténuation, je pense que l'essentiel pour nos pays, c'est bien les forêts. C'est les forêts qui constituent les puits. Et donc, l'ensemble des efforts doit être fourni, n'est-ce pas, en direction des forêts pour que nous continuions à garder notre position de puits. Et le Mali a aussi présenté sa contribution. Et nous avons pris 3 secteurs. Le secteur de l'énergie, le secteur de l'agriculture, la foresterie. Donc, sur ces secteurs-là, nous allons faire des efforts pour réduire notre émission. Aussi,
notre ambition va au-delà, parce que jusqu'en 2030, il faudrait aussi qu'on ait un appui par rapport à la mise en œuvre de cette contribution. Il y a bien sûr une partie qui sera réalisée par le Mali, et il y a une autre partie qui va nécessiter un appui financier. Et aujourd'hui, il est établi que le Mali fait partie des pays qui contribuent à réduire en tout cas le réchauffement climatique. Par rapport à l'ABN précisément, qui concerne le fleuve Niger, vous savez que nos aînés l'ont dit, le fleuve Niger est en train de disparaître petit à petit. Et quand nous voyons par rapport au transport fluvial, il y a des zones aujourd'hui qui ne sont plus navigables, les bateaux ne peuvent plus passer. Et par rapport à la production d'énergie, nous avons des sites hydroélectriques qui aujourd'hui sont en train de nous inquiéter parce qu'on se pose la question, est-ce qu'il sera possible de faire un aménagement hydroélectrique pour faire la production d'énergie? Donc voilà un ensemble de problèmes ces problèmes doivent être pris en compte à cette COP. Et la prise en compte passe par le financement des projets. Nous avons un message fort pour la COP 21, c'est de demander aux pays qui ont les moyens, aux organisations qui ont les moyens, de nous accompagner dans notre volonté d'apporter notre contribution à la lutte contre les effets du changement climatique. Et les partenaires, avec à leur tête la Banque mondiale, la BAD et certainement d'autres partenaires qui vont suivre, ont bien compris ce message. Je crois que ça, c'est un des avantages, une des valeurs ajoutées de la COP 21. De se mettre d'accord pour que tous les pays aujourd'hui élaborent une contribution nationale. Il y a un nom, on appelle CPDN, ou INDC, c'est la contribution nationale déterminée des pays. C'est pour que tous les pays s'engagent, aussi bien dans le cadre de l'atténuation que dans le cadre de l'adaptation. L'atténuation, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On sait que le Mali émet très peu, mais il faut que tous les pays contribuent. Et donc dans ce contexte-là, nous avons élaboré notre CPDN, comme tous les pays. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 185 pays qui ont soumis leur CPDN, et ces 185, leur émission constitue les 95% des émissions au niveau mondial. Retour dans nos murs avec le message des écoliers de Bamako aux dirigeants du monde. À travers une cinquantaine de dossiers, les apprenants du groupe scolaire Jean Richard laissent transparaître leur appréhension face aux effets néfastes des changements climatiques. 29 de ces œuvres sont appréciées à la cérémonie de clôture de la semaine de sensibilisation sur la problématique mondiale. L'activité est organisée par l'amicale des anciens élèves du groupe scolaire Jean Richard avec l'appui de la représentation de l'Union européenne au Mali. Moïse Traoré. Au groupe scolaire Jean Richard, enseignants et élèves ont une nouvelle compréhension de la problématique du changement climatique. À travers 29 dessins sur la cinquantaine proposée, les tout-petits laissent entendre par exemple que des économies peuvent se faire avec l'utilisation de l'eau de pluie et que l'arbre contribue à la limitation de l'érosion. Le réchauffement, ça forte les émissions de gaz dans l'atmosphère. On doit protéger notre environnement, éviter de couper les arbres et planter les arbres au lieu de les couper. On ne doit pas jeter les ordures partout. On doit mettre dans l'air poubelle. Exemple, les poubelles rouges. La petite exposition boucle une semaine de sensibilisation des 1200 élèves du groupe scolaire. L'amicale des anciens élèves entend appuyer les actions au bénéfice de l'école cinquantenaire qui a pour parrain l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Nous sommes tous tournés vers les conclusions qui seront issues de cette COP 21. De ce pas important qui dessinera déjà les débuts d'un monde meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est sans doute le lieu pour nous exhorter tous et chacun à agir pour préserver notre environnement dans nos familles. Les pays de l'Union européenne ont leur part de responsabilité dans le changement climatique. Nos pays sont responsables d'environ 10% des émissions mondiales. Nous appuyons les communautés à préserver leurs forêts. Et au niveau énergétique, nous appuyons aussi l'utilisation d'énergies renouvelables. Limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés est l'objectif de la COP 21 à Paris.
Le contenu de ces deux communiqués avant de poursuivre cette édition, le ministre de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, informe les autorités administratives et politiques, la société civile et les populations de la région de Ségou et particulièrement celles des communes de Ségou, Pelengana, Sébougou et les villages environnants que le président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, procédera le lundi 7 décembre 2015 à 16h au lancement officiel des travaux de construction de l'échangeur multiple de Ségou, 6 au carrefour de Markala, de l'aménagement de 10 km de voiries urbaines et de 7 km en 2 fois 2 voies de la section urbaine Ségou-100 sur la route nationale 6. Le ministre Mamadou Hachim Koumaré s'est compté sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Et puis l'Observatoire des droits humains et de la paix ODHP et son partenaire l'ONG Diakonia ont appris avec une grande satisfaction l'adoption par le gouvernement du décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 2012-025 du 12 juillet 2012 portant indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012. L'adoption de ce décret constitue une étape majeure dans la protection des droits des victimes et contribue à la restauration d'un climat de paix et de réconciliation au Mali. Elle vient couronner, si besoin en est, des efforts entrepris par les deux organisations auprès des institutions de la République, notamment dans le cadre du projet d'appui à la justice et à la réconciliation dans les régions du Nord. Fin du programme européen dénommé Centre Terrorisme Sahel au Mali, un exercice de démonstration de cadre pour magnifier le projet. Il s'agit d'un programme financé par l'Union européenne pour un coût de 5 milliards de francs CFA. Au dire des partenaires, l'Europe est engagée aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Reportage de Alpha Maïga. Selon le Larousse, le terrorisme est l'emploi de la terreur. Voici 3 terroristes. Non, pas de panique. Il s'agit d'un exercice de simulation. Nous sommes dans une maison d'arrêt imaginaire. 3 détenus terroristes sèment le trouble. La scène, c'est un événement sur une cour de promenade d'une maison d'arrêt quelque part au Mali. Et donc on a fait travailler cette semaine des agents pénitentiaires pour pouvoir résoudre un problème dans une détention, dans une maison d'arrêt. Notamment, là, l'exercice, ça sera 3 détenus qui ne veulent pas réintégrer leur cellule. Il y a eu 3 modules. Le premier module, c'était tout ce qui était sécurité, sûreté des établissements pénitentiaires. Le deuxième module, c'était sur la gestion de crise, gestion du stress. Et le 3e module, qui était un peu plus actif, un peu plus dynamique, sur du maintien de l'ordre et sur des escortes. Ainsi, ces hommes et femmes sont formés à lutter contre le terrorisme. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis prêt maintenant à faire face à toute éventualité concernant ces djihadistes. On est bien formés, on peut faire le travail, mais on a besoin des matériels. Il faut les matériels. Cet exercice de démonstration clôture aussi le programme européen dénommé Centre Terrorisme Sahel. Loin de faire un bilan, l'on retiendra que 42 sessions de formation ont été organisées à l'intention de 908 magistrats, greffiers, personnel de l'administration pénitentiaire et forces de sécurité. À cela s'ajoutent 13 véhicules offerts à la gendarmerie nationale et au pôle judiciaire spécialisé. 5 milliards de francs CFA, c'est bien le montant investi par l'Union européenne. Occasion pour le nouvel ambassadeur de souligner que sécurité et développement sont 2 concepts étroitement liés. La sécurité des populations et des institutions est en effet une condition sine qua non du développement d'un pays, quel qu'il soit d'ailleurs, quel qu'il soit. Et nos efforts, nous partenaires européens, doivent naturellement s'inscrire dans cette stratégie, dans cette orientation, de contribuer à offrir une sécurité à tous. Des distinctions et cadeaux ont été remis à certaines personnalités et participants, comme pour dire que l'Europe est toujours engagée aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Les élus des communes 3 et 4 du district de Bamako valident leur plan communal de sécurité, un plan qui vise à améliorer dans les communes concernées une paix durable et permanente. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a pris part à cette rencontre a apprécié l'initiative communale. Agibou Koulibaly. Les élus des communes 3 et 4 du district de Bamako concrétisent leur échange portant validation d'un plan commun de sécurité. L'initiative est le fruit de la rencontre qui a eu lieu entre le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec les maires, les chefs de quartier et les représentants du gouvernement du district de Bamako en matière de sécurité. La sécurité, c'est d'abord nous-mêmes.
Si nous-mêmes nous adhérons, il n'y a aucun problème. Maintenant, il vient les moyens financiers, les moyens matériels pour se faire. Et pour les moyens matériels, les moyens financiers, nous avons fait des propositions concrètes. Et on a dégagé le coût. Ce coût doit être supporté par la mairie, par l'État et par nos amis dans la commune qui nous ont toujours aidés dans l'élaboration de nos plans. Le plan, c'est en détail tout ce que on doit faire pour renforcer la sécurité, c'est-à-dire l'équipement de nos forces de sécurité, le comportement des populations, le changement d'attitude envers les laxismes qui se passaient, entre autres. Le projet est vivement apprécié par le ministre en charge de la sécurité. Je sais que certaines communes avaient déjà fait ce travail-là, mais il s'agissait pour nous d'en faire un mouvement d'ensemble et de les amener à réactiver ces dispositifs-là, et pour que la sécurité, qui est de toute façon une discipline transversale, puisse être traitée dès la base. Le présent plan communal de sécurité doit permettre aux leaders communautaires, agents et élus des communes concernées de mettre en pratique les techniques de prévention et de gestion des crises socio-sécuritaires. Un autre communiqué, le ministre de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement a le plaisir d'informer les populations, les usagers, les riverains en général et les transporteurs en particulier du déménagement du poste de contrôle routier de Niamana à Zantila, commune rurale de Zan-Koulibaly, à partir du dimanche 6 décembre 2015. Le ministre de l'Équipement, du Transport et du Désenclavement demande aux usagers en général et aux transporteurs en particulier de ne ménager aucun effort pour faciliter ce déménagement. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous. Le forum de la presse a reçu le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Selon le colonel-major Salif Traoré, les forces de sécurité sont trop importantes pour éviter d'y recruter n'importe qui. Il s'agit pour chacun de nous de consentir des sacrifices pour améliorer leur qualité. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du ministre au micro de Seydou Baba Traoré. Il s'agira pour nous tous de faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas prétendre aller dans les forces. Vous savez, nous sommes conscients aussi qu'il y a une pesanteur sociale même dans les processus de recrutement. Beaucoup dénoncent officiellement, mais après font tout pour que leurs protégés puissent intégrer aussi. Il faut qu'on arrête ça. Nous devons d'abord, nous, en tant qu'organisateurs et metteurs en œuvre de tout cela, nous remettre en cause et résister mieux, parce que je pense qu'à un moment, il faut qu'on s'arrête tous, pour dire que bon, tout le monde n'est pas fait pour être policier, tout le monde n'est pas fait pour être militaire, tout le monde n'est pas fait pour être gendarme, ou garde, ou sapeur-pompier. À partir de ce moment-là, seul le mérite reviendra. Vous avez dit tantôt qu'on allait discuter sans tabou. Combien de fois nous avons entendu des gens qui nous approchent, bien avant que nous-mêmes on soit à ce poste-là, dire j'ai mon garçon à la maison, il est irrécupérable, donc on va l'envoyer à l'armée. Il a refusé de faire des études, on va l'envoyer à la police. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que tout le monde fasse des efforts. Et je pense qu'à un moment, il n'est jamais trop tard pour bien faire. À un moment, il faut que tous on comprenne ça. Et je pense que la RSS va être une occasion pour qu'on discute de tout cela, qu'on remette tout cela à plat et qu'effectivement, on puisse avoir. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de cette émission demain samedi à partir de 12h sur la télévision nationale dans l'émission Forum de la presse. La Cour constitutionnelle vient de valider les candidatures à l'élection partielle législative dans la circonscription d'Ansongo en région de Gao. À l'issue de cette validation, 5 candidats seront en compétition pour remplacer le député Alidou Bonzé, décédé le 31 août dernier. La liste complète des candidats avec Manassa Danyoko, président de la Cour constitutionnelle au micro de Bouakar Sissoko. Arrêt numéro 215-07, 2015-07, CCEL. Du 4 décembre 2015, portant liste définitive des candidatures validées à l'élection partielle d'un député dans la circonscription électorale d'Ansongo, scrutin du 10 janvier 2016. La Cour constitutionnelle, vu la Constitution, vu la loi numéro 97-010 du 11 février 1997, modifiée par la loi 02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle. Vu la loi numéro 2010 du 5 mars 2002 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l'Assemblée nationale en cas de vacances de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote et ses textes modificatifs subséquents. Vu la loi numéro 6-044 du 4 septembre 2006 portant loi électorale et ses textes modificatifs subséquents, vu le décret numéro 94-421 PRM du 21 décembre 1994 portant organisation du secrétariat général et du greffe de la Cour constitutionnelle, vu l'arrêt numéro 2013-12 CCEL du 31 décembre 2013 portant proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin du 15 décembre 2013, vu l'arrêt numéro 2015-05 CCEL du 9 octobre 2015 de la Cour constitutionnelle déclarant la vacance d'un siège de député à l'Assemblée nationale suite au décès le 31 août 2015 du député Alidou Bonzaï élu dans la circonscription électorale d'Ansongo. Vu le décret numéro 2015-0751 PRM du 18 novembre 2015 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion d'une élection législative partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo, vu la proclamation des candidatures validées par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 2015 et relative à l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale dans la circonscription électorale d'Ansongo, considérant qu'en l'issue de cette proclamation, la Cour constitutionnelle a accordé un délai de 24 heures pour le dépôt des réclamations contre les candidatures conformément aux dispositions des articles 67, alinéa 7 de la loi électorale et 37 de la loi organique numéro 97-010 du 11 février 1997, susvisé, considérant qu'à l'expiration de ce délai de recours, aucune réclamation n'a été reçue à la Cour constitutionnelle. Considérant que par la proclamation du 2 décembre 2015, la Cour a déclaré valide tous les 5 dossiers de candidature déposés dans les délais et formes prescrits par la loi électorale, considérant que ces dossiers remplissent au fond les conditions édictées par la loi organique 02-010 du 5 mars 2002 et ses textes modificatifs subséquents, ainsi que la loi électorale 0644 du 4 septembre 2006 et ses textes modificatifs par ces motifs. Article 1er. A été inscrit sur la liste définitive des candidatures validées dans la circonscription électorale d'Ansongo. 1. Ibrahim Abdoulaye Touré, enseignant, candidat de l'Alliance pour la République, APR. 2. Suleiman Ag Al-Mahmoud, éleveur, candidat du Rassemblement pour le Mali, RPM. 3. Salerhoum Talfo Touré, enseignant à la retraite, candidat de l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA, PASJ. 4. Abdoul Baki Ibrahim Diallo, médecin, candidat de l'Union pour la République et la démocratie, URD. 5. Djibrila Assimi Maïga, cultivateur, candidat de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, Assouma CFP. Article 2. Ordonne la notification du président Arrêt au Premier ministre, chef du gouvernement et au président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Article 3. Ordonne la publication du président Arrêt au journal officiel. On siégeait à Bamako le 4 décembre 2015. Madame Manassa Danyoko, président. Madame Fatmata Dial, conseiller. Monsieur Mahamoudou Boare, conseiller. Monsieur Morbo Tunti Guindo, conseiller. Monsieur Zoumana Moussa Sissé, conseiller. Monsieur Mpere Diara, conseiller. Monsieur Baya Berté, conseiller. Monsieur Bamassa Sissoko, conseiller, avec l'assistance de Maître Abdoulaye Mboj, greffier en chef. Dans le cadre justement de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo, scrutin des 10 et 31 janvier 2015, le ministre de l'administration territoriale invite les partis politiques à communiquer leurs mandataires titulaires et suppléants à la direction générale de l'administration du territoire au plus tard le 10 décembre 2015.
Le ministre des Mali de l'Extérieur, le Dr Abdraman Sila, en compagnie d'une délégation, s'est rendu aux États-Unis d'Amérique pour une prise de contact avec les autorités locales et la diaspora malienne à New York, Washington, Philadelphie et Atlanta. Au cours de la mission qui s'étalera du 3 au 15 décembre 2015, les échanges porteront sur les questions liées à la migration et les conditions de séjour de nos compatriotes. Le ministre Sila et sa délégation partageront également avec nos compatriotes leurs préoccupations, mais aussi la situation nationale du Mali et les efforts en cours du gouvernement. Et puis le ministre du Travail et de la fonction publique chargé des relations avec les institutions, Mme Diara Rakitala, accompagnée d'une délégation, a participé au nom du gouvernement de la République du Mali à la 13e réunion régionale de l'Organisation internationale du travail OIT qui s'est tenue du lundi 30 novembre au jeudi 3 décembre 2015 à Addis Abeba en Éthiopie, en même temps que les unions syndicales UNTM, CSTM et le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, respectivement, au nom des travailleurs et des employeurs. La réunion régionale africaine de l'OIT a structure tripartite, gouvernement, employeurs et travailleurs, rassemblant les acteurs politiques, économiques et sociaux des pays de la région, a débattu de la vision stratégique de l'organisation sur l'Afrique avec un accent particulier sur la nécessité de promouvoir une croissance inclusive et riche en emplois grâce au travail décent. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu ce matin en audience deux associations de la société civile. Il s'agit du réseau des communicateurs traditionnels accompagnés des griots de Bamako et les membres des clubs Innerville, Bamako Koulouba et Bamako Amitié. Si le premier groupement était au Conseil pour présenter à Boukassoum Aïdera leurs condoléances suite à l'attentat de l'hôtel Radisson, le second regroupement était lui venu chercher le soutien de l'institution pour la réalisation de deux projets importants dans notre pays. Compte rendu de Abdraman Maïga. Si tout va bien dans un pays, ce sont les hommes de caste qui en profitent. Et si tout va mal, nous sommes les premières personnes à souffrir. Tels sont les propos du réseau des communicateurs traditionnels et du collectif des griots de Bamako au cours de cette audience qui leur a été accordée par le président du Conseil économique, social et culturel. Une entrevue à travers laquelle les hommes de caste ont présenté au chef de l'institution leurs condoléances pour les victimes de l'attentat de l'hôtel Radisson, survenu le 20 novembre dernier. Notre rôle d'abord en tant que griot, c'est de sensibiliser nous, les Maliens, les chefs de village, les chefs de fraction, les imams et tous les gens qui collaborent avec nous pour les dire. Désormais, quand vous constatez que vous avez un citoyen que vous ne connaissez pas, dont vous soupçonnez, il faut avertir les autorités les plus autorisées. Après les communicateurs traditionnels, le président du Conseil économique, social et culturel a également reçu en audience les femmes des clubs Innerville, Bamako Amitié et Bamako Koulouba. Comme on pouvait s'y attendre, les représentantes de cette association caricative ne sont pas venues les mains vides. Elles avaient à leur possession deux projets importants à présenter au président du Conseil économique, social et culturel. Le premier projet est relatif à la réhabilitation de l'école fondamentale de Dalala, à 55 km de Kita, dans la région de Kaï. Cette école, construite en Banco en 1997 par Inelwil, se trouve dans un état de dégradation avancé. Nous assistons les femmes fistuleuses depuis plus d'une décennie. Annuellement, on en a opéré beaucoup et on essaie de les assister tant qu'on peut quand même. Et maintenant aussi, les aider, là on est venu parce qu'on veut réellement les réinsérer dans la société, parce que c'est des femmes qui ont besoin d'être réinsérées, donc on veut les appuyer à agrandir leur entreprise, qu'ils ont une entreprise de location bâche. À leur sortie d'audience, les hôtes du jour du Conseil économique, social et culturel ne cachent pas leur satisfaction, car selon eux, ils ont trouvé auprès du président de l'institution une oreille attentive à leurs préoccupations. Puis il faut rappeler qu'en marge des activités de la COP 21 tenue en France, le président de l'Assemblée nationale du Mali a eu un entretien avec le président du Sénat français. Il a été question de changement climatique et des défis à relever pour l'Afrique. Nous y reviendrons demain avec Nyanya Aliou Traoré. Le tout nouveau président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France, Abdullah Koulibaly, a reçu ce vendredi le représentant spécial adjoint du secrétaire général de la MINUSMA. La visite de courtoisie a été l'occasion pour les deux personnalités d'échanger sur les voies et moyens de faire de ce sommet une référence en Afrique. Cohen Davidze, représentant spécial adjoint du secrétaire général de la MINUSMA, est au micro de Fadema Keita.
C'était une visite de courtoisie avec M. Koulibaly parce qu'il est un homme important avec beaucoup d'idées, beaucoup de contacts. Et on a parlé de la situation sécuritaire, économique et sociale au Mali. Pour nous, ce sommet est extrêmement important. Donc, nous sommes à vos côtés et on va coopérer avec l'organisation. J'espère que le sommet va être un grand succès. On a parlé généralement, mais on va coopérer, on va soutenir les efforts pour le sommet. On est optimiste que ça va réussir et ça va être un bon sommet. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Association des professionnels des banques et établissements financiers ont tenu ce matin leur 4e réunion de concertation trimestrielle au siège de la BCEAO. Les échanges ont porté sur le bureau d'information sur le crédit ou encore l'évolution de la conjoncture économique. Reportage de Moussa Fane. Cette rencontre entre les responsables de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et les banquiers du Mali permet de discuter et de dégager des solutions communes aux problèmes qui entravent le bon fonctionnement du système bancaire au Mali. Le directeur national de la BCEAO a souligné l'importance du bureau d'information sur les crédits. Selon lui, ces bureaux devraient accroître le financement bancaire et permettre d'avoir suffisamment d'informations sur les clients. C'est un dispositif que nous sommes en train de mettre en place pour faire en sorte que l'asymétrie d'information qu'il y a aujourd'hui entre les banques et leurs clients puisse être éliminée. Nous avons également, comme à l'accoutumée, retracé l'évolution de la conjoncture économique, tant au plan national qu'à l'étranger. Le constat aujourd'hui est que, en ce qui concerne le Mali, la croissance est là, elle est un peu plus faible que l'année dernière. On attend un taux de 4,9% et contre un taux de 7,2% l'année dernière. Nous avons porté à la connaissance de la Banque centrale un certain nombre de préoccupations. La première préoccupation portait sur le bureau d'information sur le crédit. Ça, c'est un instrument extrêmement important et qui va dans le renforcement d'une plus grande participation des banques dans le financement de l'économie. Et le deuxième point que nous avons abordé, c'est tout ce qui est lié aux accords de classement, qui permet à la fois à la banque de se refinancer en termes de ressources auprès d'elle, à travers ces accords de classement, donc mise à disposition des ressources, mais aussi qui permet aux banques, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité de leurs signatures. Et le troisième point sur lequel nous sommes arrivés à porter nos échanges, c'est justement le droit de timbre. Le droit de timbre a connu récemment une révision au niveau du Mali. C'était de 0,6%, c'est passé à 0,33%. Les recommandations qui en sont sorties vont nous permettre très rapidement de saisir le ministère de l'économie et des finances pour porter cette préoccupation à sa connaissance. Le président de l'APBF a salué et souhaité la pérennisation de ce cadre de concertation. Chaque 5 novembre est célébrée dans le monde la journée internationale des volontaires. À cette occasion, le ministre de la formation professionnelle, de la jeunesse et de la construction citoyenne, Mahaman Babi, a fait une déclaration au micro de Mamadou Fane. Demain, 5 décembre 2015, notre pays, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la journée internationale des volontaires. La journée internationale des volontaires, JIV, est une occasion qui s'offre aux organisations qui engagent des volontaires et aux personnes qui se portent volontaires pour apporter leur contribution au développement au niveau local, national et international. En associant l'appui de l'Organisation des Nations Unies à un mandat à la base, la JIV permet aux organisations engageant des volontaires de coopérer avec des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif, des groupes communautaires et le secteur privé. L'Assemblée générale des Nations Unies a établi la Journée internationale des volontaires en adoptant la résolution 40-212 du 17 décembre 1985 pour donner de la visibilité aux importantes contributions des volontaires au développement économique et social mondial. La JIV est célébrée partout dans le monde le 5 décembre et constitue une occasion idéale de reconnaître la contribution des volontaires partout dans le monde. Le thème de cette année est « Le monde bouge et toi, deviens volontaire ». Fin de citation. Partout où se tourne notre regard, nous observons les extraordinaires contributions des volontaires dans leurs interventions en cas de catastrophe ou leurs efforts à relever les principaux défis du développement tels que le réchauffement climatique, la paix,
la santé, ainsi que la mobilisation et l'intégration dans la société des jeunes et des groupes marginalisés. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration du ministre Maman Babi après cette édition d'information. Tenu ce matin à Bamako d'une table ronde sur la protection sociale au Mali. Les travaux visent à débattre des stratégies pour une meilleure protection sociale au Mali, d'où le thème « Quelle alternative pour l'extension de la couverture sociale par les mutuelles au Mali ?» La rencontre est une initiative des associations, de 2 associations maliennes, compte rendu de Agali Aguissa. L'association Initiative d'information, de communication et de plaidoyer sur la protection sociale au Mali, ICP Mali, et le comité d'analyse de recherche syndicale CARES entendent développer des stratégies pour étendre la protection sociale à un plus grand nombre de personnes. Le thème choisi devra ainsi permettre aux participants d'échanger sur plusieurs sujets relatifs à la gestion des mutuelles. L'événement de ce matin sera marqué par 4 communications portant sur la stratégie nationale d'extension et de développement des mutuelles au Mali, les enseignements susceptibles d'être tirés de sa phase pilote, la vie des mutuelles au Mali, enfin les défis et perspectives de l'extension de la protection sociale par les mutuelles au Mali. Pour permettre aux mutuelles de jouer pleinement leur rôle, une stratégie nationale a été mise en œuvre pour améliorer le système et leur développement. Cependant, force est de reconnaître que plusieurs axes connaissent des difficultés dans la mise en œuvre. La rencontre tentera sans nul doute de proposer des solutions aux difficultés évoquées. C'est la conviction de la Fondation Friedrich Ebert qui a accepté de financer ces travaux qui regroupent les acteurs de régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Établir un système de protection sociale durable et viable est à la fois un véritable challenge et une nécessité urgente pour le Mali. Il faut une stratégie créative qui prend en compte les dites particularités du Mali. C'est dans ce sens que la thématique d'aujourd'hui a été choisie, car la création des mutuelles au Mali vise à promouvoir un nouveau partenariat entre l'État et la société civile. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur du district de Bamako, Barou Guindo, se réjouit de l'initiative et a réitéré l'engagement des autorités à soutenir cet élan de solidarité en vue d'améliorer les indicateurs en matière de couverture sanitaire. Actualité dans nos régions à présent, plus de 100 activités génératrices de revenus ont été soutenues par l'Organisation internationale pour les migrations dans la région de Tombouctou. Cette assistance est le fruit de l'étroite collaboration entre le gouvernement du Mali et l'OIM avec l'appui financier du gouvernement japonais à travers son projet d'appui au relèvement précoce et à la stabilisation communautaire dans les zones de retour du Nord. Reportage de Yéa Tandina. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, est en étroite collaboration avec le gouvernement du Mali à travers son programme relèvement précoce dans les zones à forte concentration des personnes déplacées et retournées. C'est dans cette optique que l'OIM a procédé à la remise officielle des certificats des AGR aux bénéficiaires de la région de Tombouctou. La commune urbaine de Tombouctou a bénéficié de 98 activités génératrices de revenus. Le SEC de Goundam a bénéficié de 24. Le SEC de Diré a bénéficié à son tour de 24. Je vous garantis que l'OIM continuera à mener ses activités en impliquant les autorités locales et les bénéficiaires, et surtout en allant dans le sens de leur vision et priorité. On a eu des financements. On a acheté des matériels et puis on a continué à faire les activités. Nous avons beaucoup de soucis et qu'on n'a rien à faire. Mais lorsque l'OIM est venu, on a eu beaucoup d'activités à faire. Donc on remercie très bien l'OIM. Pour les autorités régionales, cette action de solidarité de l'OIM envers les couches vulnérables contribue fortement à la stabilisation. Je voudrais encore une fois exprimer la reconnaissance des hautes autorités du Mali, aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien pour le soutien et l'accompagnement des populations les plus vulnérables des zones les plus reculées, parce que, par leur engagement, ils contribuent aux côtés du gouvernement à gagner le pari du progrès social pour l'ensemble des Maliens et des Maliennes. La cérémonie qui a mobilisé plusieurs associations de la ville a été clôturée par une visite des AGR et la remise des certificats.
À Kolondiéba, en troisième région, le directeur national de l'agriculture, accompagné d'une forte délégation, a visité l'unité de transformation de l'Anacarde, une unité financée par la coopération espagnole à hauteur de plus de 290 millions de francs CFA. La nouvelle infrastructure en cours de réalisation devra contribuer à booster le secteur de l'Anacarde, compte rendu de Amadi Diarra. Fruit du partenariat entre les acteurs de la filière de l'anacarde et le projet de commercialisation-transformation de l'anacarde dans la région de Sikasso. Le constat est jugé satisfaisant pour le visiteur du jour. L'élan que j'ai vu qui a été imprimé au développement de la filière anacarde me satisfait pleinement. C'est vrai qu'il faut continuer encore à renforcer les aspects formation. Il faut achever l'unité de transformation qui est en cours. Il faut achever les magasins. J'ai recommandé aussi à ce qu'on fasse des reboisements en plan d'anacarde. Partout où il y a des espaces vides, il faut le planter en anacarde. Ainsi, on va contribuer à lutter contre les effets du changement climatique et on va aussi contribuer à produire l'anacarde de qualité, vendre sur le marché mondial. Financé par la coopération espagnole à hauteur de 300 millions de francs CFA, cette unité bâtie sur une superficie de 2 hectares comprend 2 magasins, 2 bureaux, une salle de réunion, une direction et un dispositif de transformation. Sa réalisation va permettre de booster le secteur de l'anacarde et améliorer les conditions de vie des acteurs impliqués, mais aussi et surtout d'offrir des opportunités d'emploi à des centaines de jeunes de la localité. Donc c'est une grande unité qui va avoir une capacité d'environ 250 à 300 tonnes de noix brutes par an. Notre objectif, c'était le développement de la filière anacarde. Il y a quelques années, vraiment, l'anacarde n'était pas très connue. Mais à la date d'aujourd'hui, Dieu merci, la filière est lancée et l'anacarde a été considérée comme une filière porteuse au Mali. L'unité va ouvrir ses portes très bientôt. Examiner le bilan des activités réalisées à mi-parcours et planifier celles futures du projet amélioration de l'accès des enfants au service de l'éducation de qualité. Tels sont les points inscrits à l'ordre du jour du deuxième comité de pilotage de ce projet organisé par Plan Mali, World Vision et leurs partenaires à 100 en 4e région. Compte rendu de Foussini Samaké. Au cours de ce 3e comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès au service d'éducation de qualité PASEC, les membres ont examiné le point d'exécution des activités des 2 années du projet et projeté les activités de la 3e année. Cela dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les premiers cycles fondamentaux et les centres de développement de la petite enfance dans les académies d'enseignement de Ségou et San. C'est dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de ce projet d'une part et du respect des exigences du bailleur d'autre part que Plan International Mali et World Vision Mali co-organise de façon périodique cette rencontre. L'intervention du PASEC concerne les constructions, réhabilitations et équipements des structures scolaires, suivi du renforcement des capacités des éducateurs et comités de gestion scolaire. Les taux de scolarisation au niveau du fondamental et du préscolaire, les taux d'accès ont été élevés. Et là, ça c'est à l'actif de cette coopération. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre la scolarisation universelle et l'éducation pour tous, pour améliorer davantage la qualité et l'accès à l'enseignement de base et de la petite enfance au niveau de nos circonscriptions administratives. Notons que le PASEC est le fruit du partenariat entre les gouvernements maliens et canadiens mis en œuvre par un consortium d'ONG World Vision, Plan Mali, Save Children, la Fondation Aga Khan pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Pour célébrer le Mawloud 2015, le groupement des leaders spirituels musulmans a choisi le thème Mawloud, facteur de paix et de cohésion sociale. Ce fut au cours d'une conférence de presse animée hier après-midi au domicile du président du groupement au Bankoni, en commune 1 du district de Bamako, compte rendu de Ibrahima Alaï Tchokari. Le Mawloud, qui sera célébré dans la 2e quinzaine du mois de décembre, est une fête religieuse qui mobilise une frange importante de la communauté musulmane. Cette année, le groupement des leaders spirituels musulmans a choisi pour thème Mawloud, facteur de paix et de cohésion sociale, un thème qui cadre bien avec l'actualité. Le groupement des leaders musulmans du Mali a décidé d'uniformiser le thème du Mawloud de cette année. Le thème c'est quoi? Le Mawloud, facteur de paix et de cohabitation pacifique.
Donc nous allons préparer des thèmes sur ce thème central, distribuer ça aux différents imams, aux différents prêcheurs, pour que nous parlions du même langage. C'est ce thème qui sera au centre de toutes les prêches lors de cette célébration, ont laissé entendre les membres du groupement des leaders spirituels musulmans. À en croire les leaders spirituels musulmans, rien n'a été oublié pour réussir la fête. Pour sécuriser les gens, nous savons bien que le groupement seul ne peut pas sécuriser les pèlerins, ne peut pas sécuriser les assemblées. Nous allons faire secours aux autorités sécuritaires du Mali pour qu'ils viennent nous assister, pour qu'ils viennent nous donner un coup de main, pour que l'ensemble de pèlerins, l'ensemble des gens qui viennent pour les Moulouds soient vraiment sécurisés. L'année dernière, le lavage des mains au savon était le thème retenu. Ebola oblige. Sans détour, les animateurs de la conférence ont répondu à toutes les questions des journalistes. Le combat de la bonne pratique d'un islam pacifique et authentique reste le combat des leaders spirituels musulmans. Et Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdra a demandé aux prêcheurs de sensibiliser en fustigeant le terrorisme. Sport, football à présent, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans au Sénégal. L'équipe nationale du Mali, déjà éliminée de la compétition, joue demain samedi son dernier match de poule contre les Pharaons d'Égypte à 17 h. Les Aigles Espoirs entendent tout mettre en œuvre pour terminer le tournoi sur une bonne note. Ils ont effectué leur dernière séance d'entraînement au centre de l'Académie Djambar de Mbour en présence de nos envoyés spéciaux Aldoumatina et Seydou Sissoko. Académie Djambar d'Embourg, c'est ici que l'équipe nationale Espoir s'entraîne. Le capitaine Boubacar Diarra et ses coéquipiers, déjà éliminés, ambitionnent de boucler le tournoi avec les honneurs. Les deux matchs nous ont servi de leçon, les deux défaites. Donc ce match-là, on espère faire mieux. On doit rentrer au moins avec une victoire pour faire plaisir au peuple malien et tout. On aurait voulu leur donner la joie, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, là, on va essayer de gagner ce prochain match-là pour rentrer au moins avec une victoire. Ça a été une décision pour nous. Notre objectif, ce n'est pas de venir faire du tourisme, on est venu pour nous qualifier aux Jeux Olympiques. Plus forcément de prendre la coupe. Bon, malheureusement, Dieu a décidé autrement. La sortie prématurée de la compétition reste encore à travers la gorge. Toutefois, il faudra se remettre en cause, ce qui passe nécessairement par un succès ce samedi contre les Pharaons d'Égypte, encore en course. On a préparé correctement, parce que ne faut pas se dire que nous sommes éliminés, qu'on ne va pas jouer crânement. Nous allons jouer et nous allons mettre tous les atouts de notre côté, au moins pour engrainer 3 points quand même. On ne peut que dire pardon, présenter nos excuses au public malien, qui comprennent qu'on a voulu bien faire. Hormis Djadje Samasekou blessé, l'entraîneur Cheikh Oumar Koné pourra compter sur le reste du groupe pour cette ultime rencontre de ce samedi au stade Caroline Faye de Dakar à 17 h contre les Pharaons d'Égypte. Au même moment, l'autre rencontre du groupe B mettra aux prises au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le Nigeria et l'Algérie, une rencontre décisive pour la déformation en vue de la qualification pour les demi-finales. Page noire de ce journal. Il faisait partie de ceux qui ont fait la radio au Mali. C'est Abdul Karim Dravé, un des doyens de la presse malienne, qui s'est éteint aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Arrivé très jeune à Radio Soudan en 1959, doyen Dravé faisait partie des bâtisseurs de Radio Mali, ceux qui l'ont dirigé les mains nues avec conviction et patriotisme. Présentateur vedette, il a fait résonner la voix de la station nationale partout au Mali et au-delà des frontières. En 2007, encore alors que Radio Mali fêtait avec faste ses 50 ans, il s'est déplacé ici jusque dans la cour avec sa canne et malgré le poids de la maladie, nous souhaitait bonne fête. Abdul Karim Dravé était de ceux qui étaient dans toutes les émissions de l'époque, comme l'émission Disque Demandé, qu'il a co-animé souvent avec Aïssata Sissi. Ces obsèques auront lieu demain samedi à partir de 10 h à Dravela. Dorampé, doyen Dravé. Ainsi va la vie, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.